Bonjour. Je suis à vous. Vous avez annulé votre venue la semaine dernière pour la présence d'une table de massage. On nous dit que c'est plutôt une table de soins ou qui est destinée à la formation esthétique. Qu'est-ce que vous en pensez? Que la prison, c'est un lieu où on doit purger sa peine, bien évidemment, mais on doit aussi respecter la société et les victimes. Si on est en prison, c'est que des magistrats indépendants ont décidé de vous priver de votre liberté. C'est une décision difficile. C'est une décision qui concerne aujourd'hui 84 000 détenus sur le territoire national. Il y a 180 000, par exemple, personnes condamnées qui sont aujourd'hui suivies dans ce qu'on appelle un milieu ouvert, bracelet électronique ou travail d'intérêt général, et 84 000 personnes qui sont en détention. Quand on est en détention, on doit bien sûr être respecté comme une personne humaine, on doit pouvoir vivre le plus décemment possible, on doit pouvoir se projeter pour la plupart des détenus dans une réinsertion. Et donc il faut apprendre de nouveau un métier, il faut avoir une formation, il faut réapprendre des codes sociaux, il faut parfois s'alphabétiser, puisqu'une partie de nos détenus, malheureusement, connaissent des difficultés importantes pour lire ou écrire le français. Mais on doit aussi avoir un message de respect des victimes, de respect de la société. Et je suis un garde des Sceaux qui va pousser énormément pour obtenir des moyens pour construire des places de prison supplémentaires, pour supprimer le plus possible la surpopulation carcérale dans notre pays, pour faire travailler, pour ceux qui le souhaitent évidemment, les détenus, mais qui respectera profondément les victimes. Et je ne pense pas, on l'appelle comme on le souhaite, mais une table de massage, ça reste une table de massage. Je ne pense pas que ce soit en mettant des tables de massage dans des lieux de détention qu'on respecte les victimes, qu'on respecte la société et qu'on donne un message aux détenus qui sont privés de leur liberté, qu'ils ont commis une faute et qu'ils doivent, par leur peine, réparer cette faute. Donc, comme ministre de la Justice, depuis mon arrivée, voilà 6 mois, les choses sont assez simples. Je me bats pour mon ministère pour avoir des crédits supplémentaires. Grâce aux arbitrages du président de la République et du Premier ministre, le ministère de la Justice est le seul ministère avec le ministère des Armées à connaître une augmentation conforme à sa loi de programmation budgétaire. Et quand on connaît les difficultés de notre pays, on voit la confiance qu'a le gouvernement dans sa justice. C'est le seul ministère qui va connaître une progression très importante de ses effectifs. C'est 1600 effectifs en plus. Ça a été écrit il y a quelques heures par le Premier ministre au ministère de la Justice. 1600 effectifs en plus, c'est-à-dire tous les magistrats promis par les gardes des Sceaux précédents, mais 1 millier par exemple d'agents pénitentiaires en plus, une centaine d'agents d'insertion de probation en plus, quasiment une centaine d'agents de la protection de l'enfance en plus. Des moyens très importants sont donc donnés au ministère de la Justice, et je me battrai pour ça. Mais je veux aussi, tout en défendant les moyens du ministère de la Justice, défendre l'autorité de la chose jugée, l'autorité des agents pénitentiaires qui sont menacés, l'autorité, me semble-t-il, de la décision de justice qui doit être exécutée. Et quand on est condamné à une peine de prison, on est condamné à de la prison. Alors, la décision que j'ai prise la semaine dernière, tout en inaugurant cette extension qui permettra d'avoir 150 places de prison supplémentaires et dès demain le transfert des détenus dans cette nouvelle ère, c'est de prendre cette table de massage et de la faire mettre dans le local professionnel des agents pénitentiaires parce que c'est eux que je veux soutenir en premier lieu. On nous dit que c'est pas une table de massage mais une table de soins ou de formation. Oui, je sais que dans l'éducation nationale on appelle le ballon le référentiel bondissant. On peut changer les réalités des choses. Moi, vous savez, moi je parle français. Je suis un élu local, je viens de Tourcoing, je suis le fils d'une femme de ménage, on m'a appris à parler français. Une table où on s'allonge et on peut avoir des soins, ça s'appelle une table de massage. Donc si on ne nomme pas les choses, on ne peut pas comprendre comment les choses fonctionnent. Moi, je vois des agents pénitentiaires fatigués. Je vois des agents pénitentiaires qui sont en sous-nombre par rapport aux détenus qu'ils doivent gérer. Je vois que dans des prisons qui sont censées être des lieux où on est privé de contact avec l'extérieur, on trouve des téléphones, on trouve de la drogue, on trouve des couteaux en céramique. Voilà. Et ben moi, quand on est à l'isolement en prison, normalement, on ne doit pas pouvoir téléphoner. Quand on est condamné à une peine de prison, on doit pouvoir aller en prison. Aujourd'hui, la moitié des peines de prison ne sont pas exécutées dans notre pays. Et quand on est un détenu, on doit pouvoir, bien sûr, vivre en toute dignité. Et la plupart de nos prisons ne sont pas dignes d'une République et de la France. On doit construire davantage de places, on doit être plus attentif à la réinsertion, c'est incontestable. Mais on doit aussi avoir un message clair vis-à-vis des victimes et de la société. Donc je suis un garde des Sceaux qui parle français. Et je n'utilise pas des mots orwelliens ou compliqués. Moi, ce que je veux au ministère de la Justice, c'est que les mots correspondent à la réalité que vivent les Français. Monsieur le ministre, où en est-il du projet de la prison, nouvelle prison sur le territoire de Nîmes ? Alors, je me suis entretenu ce midi avec les élus du territoire de Nîmes, et notamment M. Proust, qui m'a une nouvelle fois parlé de ce sujet. Donc nous déposerons, et j'en remercie les services de l'administration pénitentiaire, l'autorisation environnementale très bientôt, dans les quelques semaines qui viennent. Nous avons une difficulté
qui est la compensation environnementale. Il faut trouver des hectares ailleurs pour pouvoir construire cette prison qui est importante. Moi, j'accompagnerai les élus nîmois dans la construction de cette nouvelle prison, qui en a bien besoin. La France a besoin de prisons et de prisons dignes. Comme j'accompagnerai les magistrats et je l'espère la ville de Nîmes dans un nouveau palais de justice, parce que nous le devons aux magistrats, nous le devons aux avocats et nous le devons aux justiciables. Donc nous mettrons des moyens, je l'espère, accompagner des collectivités locales pour qu'il y ait une nouvelle prison et un nouveau palais de justice le plus rapidement possible à Nîmes. Monsieur le ministre, certains syndicats se sont plaints que cette polémique sur ce que vous appelez une table de massage élude le problème de surpopulation carcérale et des conditions de travail qui en découlent. Non, il faut voir les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il faut à la fois de l'autorité. Quand on est dans un lieu qui est la prison, c'est un lieu d'autorité. On doit respecter l'agent pénitentiaire, on doit respecter sa peine. On ne doit pas pouvoir téléphoner, on ne doit pas pouvoir se droguer. Voilà, c'est un bon sens. Il y a peut-être des gens qui sont opposés à ce bon sens, mais en tout cas c'est le mien et c'est moi qui suis ministre de la Justice. Et puis de l'autre côté, il y a des agents pénitentiaires qui font en effet soutenir contre le narcotrafic et contre la violence. Je rappelle que j'ai pris mes fonctions au moment où nous tirions les conclusions du drame qu'est l'assassinat de sang-froid tiré à la Kalachnikov en pleine journée de 2 agents pénitentiaires à Incarville. Et donc nous avons mis en place, et je remercie le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire qui a fait un très gros travail, la prison de Vendin-le-Vieil, la première prison de sécurité construite en 5 mois. La deuxième ouvrira le 15 octobre prochain, vous le savez, à Condé-sur-Sarthe. Et puis il y aura le lieu de détention de Saint-Laurent-du-Maroni. Puis il y aura sans doute d'autres lieux pour lutter contre le narcotrafic, qui est un danger qui touche tous les Français, chacun le voit. Et c'est pas à Nîmes qui est gangréné par une partie du narcotrafic et l'arrière-pays marseillais qu'on me dira l'inverse, sachant qu'une grande partie de ce trafic, vous le savez, vient de la prison. Qu'il y a aujourd'hui des gens qui tiennent des points de deal dans des quartiers nîmois à partir de la prison. Ça, aucun des Nîmois ne peut le comprendre et je pense qu'aucun des agents pénitentiaires ne peut le comprendre. Et puis il y a un deuxième sujet après cette question de sécurité. Et dans votre région ici concernée, il y avait 11 personnes qui étaient dans des prisons, notamment celle de Nîmes, qui ont été envoyées à Vendin-le-Vieil. Donc les personnes les plus dangereuses ont été envoyées à Vendin-le-Vieil. Nous continuerons ce travail. Il y a un sujet de recrutement. Il n'y a pas assez d'agents pénitentiaires. Donc pour la première fois, on va recruter 1000 agents pénitentiaires supplémentaires en plus des départs en retraite l'année prochaine, à tel point que l'école d'Agen, que j'irai très bientôt de nouveau visiter, sera trop petite. Et donc j'étudie la possibilité de faire une deuxième école nationale pénitentiaire pour pouvoir former davantage d'agents pénitentiaires. Parce que quand on est 2 agents pénitentiaires pour 90 détenus sur une coursive, on ne peut pas faire correctement son travail. Et puis il y a un travail évidemment de plus grande fermeté pour les parloirs. C'est la prison de Nîmes, j'ai regardé mon téléphone pendant toute la visite et j'ai pu téléphoner. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui sont en dysfonctionnement. Et évidemment, moi, je reviendrai à Paris avec ce bon sens d'un maire qui essaie de résoudre des problèmes très concrètement. On ne doit pas pouvoir téléphoner en prison. Il y a des endroits où on ne téléphone pas. Il y a des endroits comme ici où manifestement les choses ne sont pas très bien faites techniquement. Donc il faut qu'on y mette les moyens. Et puis il y a un travail de taux horaire des agents pénitentiaires qui travaillent beaucoup. Qui travaillent trop et du coup pour leur santé, c'est des gens qui travaillent la nuit, c'est des gens qui ont des difficultés de santé, de famille et si on veut qu'ils continuent à rester comme agents pénitentiaires, il faut pouvoir les faire progresser, mieux les rémunérer et leur donner un temps de travail classique. Je l'ai fait dans la police nationale. Quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur en 2020, il y avait une crise de la sécurité publique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de policiers dans les commissariats. J'ai fait une augmentation de rémunération, un changement de statut qui leur a permis de faire un changement d'horaire, même si ça resterait difficile, le métier de flic et le métier de policier, qui leur permet d'avoir aujourd'hui plus de monde sur la voie publique. Et je le ferai pour les agents pénitentiaires. Concernant le téléphone, la journée du 10 septembre, vous avez annoncé un mouvement tout bloqué. Est-ce que vous acceptez de nous donner votre sentiment sur ce mouvement qui s'annonce pour l'instant sur les réseaux sociaux notamment? Moi, je suis ministre de la Justice et mon travail, c'est pas d'être commentateur, c'est de faire des choses. Donc je fais des choses. Je transforme la prison, je porte un projet de loi de réforme pénale, j'ai transformé une partie de la matière civile pour nos concitoyens, je fais des prisons de sécurité. C'est votre travail ou c'est l'opposition de commenter, moi je suis un acteur. Une question concernant les téléphones, il y a un buzz qui est sur les réseaux sociaux d'une influenceuse, Emma Paris, qui dit que sa compagne, qui vient de sortir de prison, est toujours en relation avec sa codétenue qui est fichée S. Comment c'est possible? Pourquoi cette personne qui est fichée S n'est pas dans une cellule à l'isolement? Ma deuxième question qui n'a rien à voir, vous avez envoyé une circulaire au procureur concernant les mariages blancs. Voilà, quel est le but avec cette circulaire et qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Alors sur le premier point, j'ai demandé une enquête administrative pour savoir si ces faits sont vrais. Pour l'instant, je ne peux pas vous les confirmer. Je rappelle qu'il y avait une rumeur, voilà quelques mois,
que l'un des auteurs, M. Abdeslam, des attentats terroristes, avait pu se marier en prison et mettre enceinte sa conjointe. Il n'a pas pu se marier en prison, c'est un mariage religieux au téléphone, ce n'était pas un mariage en prison, et sa conjointe n'était pas enceinte de M. Abdeslam. Donc attention aux rumeurs, mais j'ai demandé, suite à ce qui semble être une information, je mets des guillemets sur les réseaux sociaux, une enquête, et on la rendra évidemment publique. Sur le deuxième point, je veux assurer aux maires de France, ayant été maire moi-même, peut-être que je les comprends davantage, notre parfait soutien au ministère de la Justice pour lutter contre les mariages frauduleux. Le maire ou l'officier d'état civil, quand il marie, il ne le fait pas en tant qu'élu, il le fait parce qu'il porte l'écharpe bleu-blanc-rouge en tant qu'agent de l'État. Et il le fait sous l'autorité du procureur de la République. Et plusieurs élus, je pense à des élus près de Meaux et aussi des élus dans le sud de la France, m'ont interpellé directement pour me dire que ce qu'ils avaient demandé au procureur de la République, c'est-à-dire de suspendre des mariages, n'avait pas été forcément suivi des faits. Alors il faut dire que les parquets n'ont pas toujours les moyens de pouvoir le faire, mais j'ai demandé par cette instruction de pouvoir faire confiance par nature au maire, et lorsqu'un mariage est frauduleux, il ne faut pas qu'il puisse se dérouler. Et il y a toujours un recours possible. Le recours, c'est celui des futurs époux potentiels devant un juge indépendant qui donnera sa décision de justice. Mais moi, je souhaite désormais que les procureurs de la République soutiennent les maires lorsque les informations que les maires leur donnent donnent une suspicion assez importante. Le mariage, c'est l'épreuve d'un consentement. C'est fonder une famille sur le territoire national, quelle que soit sa nationalité, bien évidemment. Mais c'est pas utiliser les règles de la République pour pouvoir détourner une belle institution républicaine. Donc j'ai demandé, parce que je travaille l'été, madame, comme les magistrats, les agents pénitentiaires et comme vous aujourd'hui, parce que cet été, à plusieurs reprises, je vous l'ai dit, à 3 reprises, des élus et des maires m'ont saisi directement pour me dire que l'interpellation qu'ils avaient faite auprès des procureurs de la République n'était pas suivie des faits et qu'on leur avait enjoint de faire ce mariage. Donc on va interchanger la charge. On va dire que lorsque les maires interpelleront les procureurs de la République et le corps préfectoral, le service de l'État au sens large, les procureurs de la République notamment, les services d'enquête judiciaire seront aux côtés des maires. Et si jamais il y avait une contestation, elle se ferait devant les tribunaux. Et je demande qu'on fasse confiance aux maires. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.